Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent simplement ne pas apparaître dans votre vie, peu importe vos efforts pour les trouver? Avez-vous déjà eu l'impression que l'univers vous cachait délibérément quelqu'un? En novembre 2024, le docteur Alan Shore a révélé quelque chose au laboratoire Huberman qui m'a donné froid dans le dos. Il a dit que les schémas d'attachement formés au cours des 24 premiers mois de vie, modélant littéralement la structure physique de votre cerveau, pas métaphoriquement, physiquement. Les circuits neuronaux qui déterminent qui vous êtes capable de voir, qui vous êtes capable d'aimer, qui vous êtes capable de reconnaître comme partenaire, sont construits avant même que vous ayez une mémoire consciente. Et voici la partie que personne ne vous dit. Ces circuits peuvent être complètement aveugles au type d'amour dont vous avez vraiment besoin. Jung a découvert cela il y a plus de 100 ans. Il a appelé cela le paradoxe de la prestation. L'âme ne peut reconnaître que ce pourquoi elle est préparée. Tout le reste reste invisible, non pas parce que cela n'existe pas, mais parce que vous n'avez pas encore développé les yeux pour voir. Ce que je vais révéler dans les prochaines lignes va complètement changer votre façon de comprendre les relations, le timing, et ce que les gens appellent à tort le destin. Parce que le destin n'est pas mystique, il est neurobiologique. Et Jung le savait avant même que le premier scanner cérébral n'existe. Laissez-moi vous poser une question qui va vous paraître étrange au début. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et senti instantanément que cette personne était importante? Cette sensation de reconnaissance qui n'a aucun sens logique, Jung appelait cela une projection de l'archétype. Huberman sait maintenant exactement quels circuits cérébraux sont activés à ce moment-là. Mais voici ce qu'aucun des deux ne vous dit directement. Cette sensation de reconnaissance ne se produit que lorsque votre cerveau y est prêt. Des personnes peuvent passer devant vous toute votre vie et vous ne les voyez simplement pas. Non pas parce qu'elles ne sont pas là, mais parce que vos circuits de reconnaissance n'ont pas encore mûri pour ce type spécifique de connexion. Gardez cette information en tête. Elle prendra beaucoup plus de sens lorsque je révélerai le protocole qui unit Jung et Huberman à la fin. Commençons par ce que Jung a découvert et que la psychologie moderne a mis près d'1 siècle à valider. Jung a observé des milliers de patients au cours de sa carrière. Il a remarqué un schéma perturbant. Les gens ne trouvèrent pas l'amour de leur vie par hasard. Il existait toujours une préparation interne qui se produisait avant. Une sorte de maturation de l'âme qu'il appelait l'individuation. Et ce processus avait des étapes très spécifiques. D'abord venait la confrontation avec l'ombre. Ces parties de vous que vous rejetez, que vous cachez, que vous faites semblant qui n'existent pas. Tant que ces parties restaient inconscientes, elles sabotaient toutes vos relations. Vous attiriez exactement le type de personne qui reflétait vos blessures non guéries, non pas parce que l'univers était cruel, mais parce que votre cerveau ne pouvait reconnaître que des schémas qu'il connaissait déjà. Ensuite, venait l'intégration de l'anima ou de l'animus, le féminin intérieur chez l'homme et le masculin intérieur chez la femme. Jung a réalisé que tant que ces énergies internes étaient à projeter vers l'extérieur, vous ne verriez jamais la personne réelle en face de vous. Vous ne verriez qu'un écran où vous projetiez vos propres parties non intégrées. Les relations ainsi étaient intenses, oui, mais elles étaient fondamentalement illusoires. Et voici ce qui m'a choqué lorsque j'ai connecté Jung avec les recherches de 2024. Une étude publiée en janvier 2025 dans Developmental Cognitive Neuroscience a découvert quelque chose d'extraordinaire. La puberté initie des changements neurobiologiques qui amplifient la réactivité du cerveau à l'environnement. Mais cette plasticité n'est pas infinie. Il existe une fenêtre. Une fenêtre où le cerveau est particulièrement ouvert à la formation de nouveaux circuits de connexion sociale. Les chercheurs ont appelé cela la préparation à embrasser l'incertitude. Et c'est exactement ce que Jung décrivait comme l'individuation. Lorsque vous faites le travail intérieur, vous ouvrez littéralement de nouvelles fenêtres de plasticité neuronale. Vous créez de nouveaux circuits de reconnaissance. Vous devenez capable de voir des personnes qui étaient auparavant invisibles pour vous. Mais attendez, parce que la prochaine partie est encore plus. Elle est perturbante. Le docteur Alan Shore a expliqué au laboratoire Huberman que les 24 premiers mois de vie créent ce qu'il appelle des modèles d'attachement. Ces modèles fonctionnent comme des filtres de perception. Votre cerveau filtre littéralement la réalité
en fonction de ces modèles formés, avant même que vous ayez une mémoire consciente. Si vous avez grandi avec des soignants inconsistants, votre modèle d'attachement anxieux vous fait hypervigiler les signes d'abandon. Vous voyez une menace là où il n'y en a pas. Et paradoxalement, vous vous sentez attiré par des personnes qui reproduisent ce schéma d'inconsistance. Non pas parce que vous êtes masochiste, mais parce que votre cerveau ne reconnaît comme familier que ce qui correspond au modèle. Si vous avez grandi avec des soignants émotionnellement indisponibles, votre modèle d'attachement évitant vous fait fuir l'intimité véritable. Vous vous sentez étouffé par les personnes qui veulent de la proximité, et vous vous attirez des personnes qui reproduisent cette distance émotionnelle. De nouveau, pas par choix conscient, mais parce que votre cerveau est programmé pour cela. Et voici la révélation que Jung a faite il y a un siècle et que nous n'avons que maintenant une validation neuroscientifique. Ces modèles peuvent être réécrits, mais il existe un prérequis. Vous devez d'abord rendre conscient ce qui était inconscient. Jung appelait cela rendre l'ombre consciente. Huberman appelle cela la réorganisation de circuits par la neuroplasticité ciblée. C'est la même chose. Des langages différents, même phénomène. Mais attendez, il y a un modèle de plus que presque personne ne mentionne. L'attachement désorganisé. C'est le plus complexe et le plus douloureux. Il se produit lorsque le soignant était simultanément source de confort et source de peur. L'enfant apprend que l'amour et le danger sont connectés. Et à l'âge adulte, cette personne oscille entre rechercher désespérément une connexion et saboter violemment toute intimité qu'elle conquiert. Elle veut l'amour plus que tout, mais au moment où elle l'obtient, elle panique et détruit tout. Jung a décrit ce schéma d'une manière poétique qui donne la chair de poule. Il a dit que certaines âmes portent des blessures si profondes qu'elles transforment l'or en cendre. Non pas par méchanceté, par pure terreur de perdre ce qu'elles désirent le plus. Et le mécanisme neurobiologique derrière cela est fascinant. Chez les personnes ayant un attachement désorganisé, l'amygdale et le cortex préfrontal sont en guerre constante. L'un veut une connexion, l'autre crie au danger. Et la personne reste piégée dans ce ping-pong interne qui sabote toute possibilité de relation stable. La bonne nouvelle, et c'est là que l'espoir entre en jeu, c'est que même l'attachement désorganisé peut être guéri. Des études de 2024 et 2025 montrent que la thérapie axée sur l'attachement combinée à des pratiques de régulation du système nerveux peut littéralement reconnecter ces circuits. Non, ce n'est pas rapide. Cela peut prendre des années. Mais c'est possible. Et quand cela arrive, la personne devient enfin capable de voir et de recevoir l'amour que l'univers semblait lui cacher. Vous vous souvenez quand j'ai parlé au début de l'univers qui cachait certaines personnes? Maintenant, vous comprenez le mécanisme. Ce n'est pas l'univers, c'est votre cerveau. Vos circuits de reconnaissance sont calibrés pour ne voir que ce qui correspond à vos schémas internes. Des personnes qui seraient parfaites pour vous peuvent croiser votre chemin tous les jours. Mais si elles ne correspondent pas à votre schéma, votre cerveau, littéralement, n'enregistre pas leur présence comme significative. C'est ce qui explique pourquoi tant de personnes disent avoir trouvé l'amour de leur vie exactement quand elles ont arrêté de le chercher. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroscience. Quand vous arrêtez de chercher obsessivement, vous diminuez l'activation du système de stress. Le cortisol diminue. Le cortex préfrontal récupère sa fonction exécutive et vos filtres de perception se relâchent. Vous commencez à voir des personnes qui étaient auparavant invisibles. Mais voici le problème dont personne ne parle. Arrêter de chercher n'est pas suffisant si vous n'avez pas fait le travail intérieur. Vous pouvez être complètement détendu et pourtant aveugle à l'amour qui est juste sous vos yeux. Parce que vos schémas d'attachement continuent d'opérer en arrière-plan. La relaxation ne fait que supprimer une couche de blocage. Les couches les plus profondes, les schémas formés dans l'enfance, nécessitent un travail actif pour être réécrits. Et c'est là que Carl Jung devient indispensable pour compléter Andrew Huberman. Jung a développé une technique appelée l'imagination active. Il guidait ses patients pour dialoguer consciemment avec les parties rejetées d'eux-mêmes, avec l'ombre, avec l'anima ou l'animus, avec les complexes autonomes qui opéraient sans supervision consciente. Ce dialogue avait un effet que Jung ne pouvait pas expliquer à l'époque,
mais que nous savons maintenant être de la neuroplasticité en action. Quand vous rendez conscient un schéma inconscient, vous créez une opportunité pour le cortex préfrontal de s'impliquer dans le traitement. Et le cortex préfrontal a la capacité de moduler et éventuellement de réécrire les circuits limbiques. Huberman en parle constamment lorsqu'il discute des protocoles pour l'anxiété et la régulation émotionnelle. Mais il relie rarement cela au travail de Jung, et cette connexion est absolument cruciale. Laissez-moi vous parler d'une étude de 2025 qui a connecté tout cela d'une manière qui m'a laissé sans voix. Des chercheurs ont découvert que les personnes qui pratiquent une forme d'auto-réflexion structurée, que ce soit la thérapie jungienne, la méditation ou une introspection profonde, présentent des changements mesurables dans la connectivité entre le cortex préfrontal et l'amygdale. Cette connectivité accrue signifie que le cerveau conscient gagne plus de contrôle sur les réactions automatiques du cerveau émotionnel. En termes pratiques, cela signifie que vos schémas d'attachement perdent de leur pouvoir. Vous commencez à répondre au présent au lieu de réagir au passé. Et quand cela arrive, quelque chose de magique se produit. Des personnes qui étaient auparavant invisibles pour vous commencent à apparaître dans votre champ de perception, non pas parce qu'elles ont changé, mais parce que vous avez changé. Vos circuits de reconnaissance ont été mis à jour. Vous avez développé de nouveaux yeux. Jung appelait ce processus la synchronicité, des événements apparemment non connectés qui s'alignent de manière significative. Il insistait sur le fait que la synchronicité n'était pas une coïncidence. C'était un principe ordonnateur qui opérait au-delà de la causalité linéaire, et pendant des décennies. La science a écarté cela comme du mysticisme. Mais les études récentes sur le réseau de science cérébrale commencent à valider ce que Jung a intué. Le réseau de science est responsable de déterminer ce que votre cerveau considère comme important, ce qui mérite l'attention, ce qui est significatif. Et ce réseau est hautement plastique. Il peut être réentraîné. Quand vous faites un travail intérieur profond, vous reprogrammez littéralement ce que votre réseau de science considère comme digne d'attention. Des personnes et des opportunités qui passaient auparavant inaperçues commencent à se démarquer. Non pas parce que l'univers a changé, mais parce que votre perception a changé. Et c'est là où je dois être très honnête avec vous. Pourquoi l'Académie maintient-elle Jung et Huberman séparés? Pourquoi les neuroscientifiques citent-ils rarement Jung? Pourquoi les Jungiens ignorent-ils souvent la neuroscience? La réponse est inconfortable. Ego académique, territoire de connaissance, financement de recherche. Si vous admettez qu'un psychologue suisse du début du XXe siècle a découvert par l'observation clinique ce que des laboratoires avec des millions de dollars découvrent maintenant. C'est humiliant pour l'establishment scientifique. Et si vous admettez que la neuroscience peut valider des concepts qui semblaient mystiques, c'est inconfortable pour ceux qui ont construit une identité en tant que scientifiques matérialistes. Mais voici la vérité qu'aucun des deux côtés ne veut admettre. Jung et Huberman décrivent le même éléphant. L'un par l'observation directe de l'expérience humaine, l'autre par la mesure de l'activité cérébrale. Et l'éléphant est le suivant. Vous ne trouvez pas l'amour quand vous le cherchez. Vous trouvez l'amour quand vous devenez capable de le reconnaître. Et devenir capable de le reconnaître requiert un travail intérieur que très peu de personnes sont disposées à faire. Laissez-moi vous donner un exemple concret de la façon dont cette suppression de connaissances vous affecte directement. En avril 2025, la psychothérapeute Léa Dubois est apparue au laboratoire Huberman pour discuter de la façon de trouver et d'être un bon partenaire romantique. Elle a dit quelque chose qui aurait dû provoquer une révolution dans la psychologie des relations. Elle a expliqué que les blessures et les forces de l'enfance influencent directement qui vous choisissez comme partenaire. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une programmation neurobiologique. Et c'est exactement ce que Jung a dit en 1921 sur les complexes autonomes. Mais Dubois n'a pas cité Jung une seule fois pendant l'entretien. Pourquoi? Parce que citer Jung est encore tabou dans certains cercles académiques, même quand vous dites exactement la même chose qu'il a dit il y a un siècle. Et voilà ce qui me frustre profondément. Des millions de personnes ont regardé cette entrevue et sont reparties en pensant qu'elles entendaient des découvertes modernes.
alors qu'en réalité, elles entendaient Jung traduit dans un langage contemporain. Si ces personnes savaient que le travail original existe déjà, a été testé pendant des décennies, a déjà des protocoles développés, elles auraient accès à des outils de transformation beaucoup plus profonds. Mais cette connexion est délibérément effacée, et vous en payez le prix. Maintenant vient la partie pratique, le protocole hybride que j'ai développé combinant Jung et Huberman. Faites attention parce que cela peut changer complètement votre trajectoire de relation. Phase 1. Cartographie de l'ombre. Pendant 2 semaines, vous allez faire l'exercice suivant tous les soirs avant de vous coucher. Vous allez identifier une personne qui vous a irrité pendant la journée. Ça peut être une irritation mineure. Ça peut être une colère intense. Peu importe l'ampleur, ce qui compte, c'est que cette personne a activé une réaction émotionnelle en vous. Maintenant, au lieu de justifier votre irritation, vous allez vous demander « Qu'est-ce que cette personne reflète de moi ?» Que je ne veux pas voir? Cette question va sembler absurde au début. Vous allez résister. Vous allez vouloir dire que la personne est vraiment irritante et que cela n'a rien à voir avec vous. Mais persévérez, parce que ce qui vous irrite le plus chez les autres est presque toujours une qualité que vous avez réprimée en vous-même. Deuxième étape, régulation du système nerveux. Pendant que vous faites le travail jungien sur votre ombre, vous devez aussi réguler votre système nerveux. C'est fondamental. Si votre système nerveux est chroniquement activé en mode lutte ou fuite, votre cortex préfrontal ne peut pas fonctionner correctement. Vos schémas d'attachement deviennent encore plus rigides. Huberman recommande plusieurs protocoles pour cela. Le plus simple est le soupir physiologique. 2 inspirations rapides par le nez, suivies d'une expiration longue par la bouche. Faire cela 3 fois de suite active le système nerveux parasympathique et réduit le cortisol en quelques minutes. Faites cela chaque fois que vous ressentez de l'anxiété au sujet des relations. Troisième étape, dialogue avec l'anima ou l'animus. C'est la partie la plus jungienne et aussi la plus puissante. Une fois par semaine, vous allez faire une session d'imagination active. Asseyez-vous dans un endroit tranquille, fermez les yeux et invitez internellement l'image de votre partenaire idéal. Ne forcez pas une image spécifique. Laissez-la surgir, spontanément. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être une figure complètement inconnue. Ça peut même ne pas avoir de visage défini. Peu importe. Ce qui compte, c'est que vous établissiez un dialogue interne avec cette image. Demandez « Qu'est-ce que vous représentez? Que je n'ai pas encore intégré en moi-même ?» Demandez « De quoi avez-vous besoin de moi pour vous manifester dans ma vie ?» Demandez « Qu'est-ce qui m'empêche de vous reconnaître dans le monde extérieur ?» Les réponses qui surgiront vont vous surprendre. Souvent, elles révéleront exactement les blocages qui vous empêchent de voir l'amour qui est déjà disponible pour vous. Quatrième étape, exposition graduelle à la nouveauté. Ici entre en jeu la neurobiologie de façon plus directe. Pour réécrire vos schémas d'attachement, vous devez exposer votre cerveau à des expériences qui défient les schémas anciens. Cela signifie délibérément se placer dans des situations sociales qui sont légèrement inconfortables, pas traumatisantes, légèrement inconfortables. Parler à des inconnus, aller à des événements seuls, maintenir le contact visuel pendant quelques secondes de plus que ce qui est confortable. Chacune de ces expériences crée une opportunité pour votre cerveau de recalibrer ses circuits de connexion sociale. Cinquième étape, intégration et patience. C'est l'étape que la plupart des gens sautent. Après avoir fait les 4 étapes précédentes pendant au moins 90 jours, vous avez besoin d'une période d'intégration. Cela signifie continuer la pratique, mais sans attente de résultats, sans chercher obsessivement des signes que ça fonctionne, sans vérifier constamment si quelqu'un de nouveau est apparu. Cette période d'intégration est cruciale, parce que c'est quand les changements neuronaux se consolident. Huberman parle constamment de la façon dont l'apprentissage réel se fait pendant le sommeil et pendant les périodes de repos, pas pendant la pratique active. La même chose vaut pour la reprogrammation des schémas d'attachement. Maintenant, vous pouvez penser, ça a l'air de demander beaucoup de travail. Et vous avez raison. Ça demande beaucoup de travail. Mais laissez-moi vous demander quelque chose.
Combien de travail avez-vous déjà investi dans des relations qui n'ont pas fonctionné? Combien d'énergie émotionnelle avez-vous déjà dépensé à poursuivre des personnes qui ne pourraient jamais vous donner ce dont vous aviez besoin? Combien de nuits avez-vous déjà passé à vous demander pourquoi l'amour semble fonctionner pour tout le monde, sauf pour vous? Le travail que je propose est différent, parce qu'il s'attaque à la racine du problème. Il ne s'agit pas de trouver la bonne personne. Il s'agit de devenir la personne capable de reconnaître et de recevoir la bonne personne. Et cette transformation change tout, pas seulement vos relations, votre relation avec vous-même, votre relation avec le travail, votre relation avec la vie. Vous venez de recevoir une connaissance qui a littéralement coûté 1 siècle à être compilée. Jung a passé sa vie entière à développer ses idées. Huberman et des dizaines de neurobiologistes ont dépensé des millions en recherche pour valider scientifiquement ce que je vous offre gratuitement. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre quelque chose sur vous-même qui était confus auparavant, considérez cliquer sur le cœur doré ci-dessous. Le Super Thanks n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites que ce type de contenu, qui unit psychologie profonde avec neurobiologie moderne, mérite d'exister, et vous signalez que vous voulez plus de révélations comme celle-ci. Chaque contribution finance la prochaine recherche, la prochaine vidéo, la prochaine connexion entre Jung et Huberman que personne d'autre ne fait. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre tout ce que j'ai dit jusqu'ici. Une femme de 38 ans est venue me voir après une série de relations ratées. Elle décrivait un schéma très spécifique. Elle rencontrait des hommes intéressants, ressentait une connexion initiale intense, et après quelques mois, tout s'effondrait. Elle était convaincue qu'elle n'avait pas de chance en amour, que l'univers était contre elle, que peut-être elle n'était tout simplement pas faite pour les relations. Quand nous avons commencé à explorer son histoire, nous avons découvert quelque chose de révélateur. Son père était émotionnellement distant, présent physiquement, mais absent émotionnellement. Elle a grandi en essayant de gagner l'attention et l'affection d'un homme qui ne pouvait tout simplement pas donner, et sans s'en rendre compte. Elle a reproduit ce schéma toute sa vie. Les hommes qu'elle trouvait intéressants étaient inévitablement des hommes émotionnellement indisponibles, des hommes qu'elle devait conquérir, des hommes qui la maintenaient dans un état d'anxiété constante, parce qu'il n'était jamais clair s'ils l'aimaient vraiment. Il est intéressant de noter qu'elle avait rencontré au fil des années plusieurs hommes qui étaient émotionnellement disponibles, des hommes qui démontraient un intérêt véritable, des hommes qui ne jouaient pas à des jeux, et elle les écartait presque immédiatement. Ils étaient ennuyeux, il n'y avait pas de chimie. Il manquait cette intensité qu'elle associait à l'amour. Vous voyez ce qui se passait? Son schéma d'attachement était calibré pour reconnaître comme amour seulement ce qui reproduisait la dynamique avec son père. L'anxiété de ne pas savoir si elle était aimée, la nécessité constante de prouver sa valeur, les montagnes russes émotionnelles. Les hommes qui offraient quelque chose de différent ne se signalaient tout simplement pas sur son radar comme partenaires potentiels. Après des mois de travail, en utilisant une combinaison de techniques jungiennes et de protocoles de régulation du système nerveux, quelque chose a commencé à changer. Elle a commencé à remarquer des hommes qui étaient auparavant invisibles pour elle, pas parce qu'ils ont changé, parce qu'elle a changé. Ses circuits de reconnaissance ont été mis à jour. Elle a développé de nouveaux yeux. Et un jour, elle a rencontré quelqu'un, un homme, qui était tout ce que son ancien moi aurait jugé ennuyeux, présent, consiste, émotionnellement disponible, sans jeu, sans drama, et pour la première fois de sa vie, au lieu de sentir qu'il lui manquait quelque chose, elle ressentait la PX. Elle sentait qu'elle avait enfin trouvé son foyer. Voilà la puissance du travail que je décris. Il ne s'agit pas de trouver la personne parfaite à l'extérieur. Il s'agit de devenir capable de reconnaître et de recevoir. La personne qui attend peut-être déjà que vous remarquiez sa présence. Mais laissez-moi vous raconter un deuxième cas, qui illustre l'autre côté de cette médaille. Un homme de 45 ans, qui n'avait jamais réussi à maintenir une relation plus de 6 mois. Il réussissait professionnellement, avait suivi une thérapie conventionnelle pendant des années, lisait tous les livres de développement personnel, suivait tous les protocoles d'optimisation personnelle. Mais quand il s'agissait d'amour, quelque chose allait toujours de travers.
Il attirait des femmes incroyables, des femmes qui l'aimaient vraiment, des femmes disposées à construire une vie avec lui. Et il trouvait toujours une raison de rompre. Il était trop critique, comparait constamment, sentait qu'il manquait quelque chose, qu'il devait exister quelqu'un de mieux. Quand nous avons fait le travail sur l'ombre, nous avons découvert quelque chose qui l'a choqué. Il avait peur d'être abandonné, mais au lieu de manifester cette peur comme de l'anxiété, il la manifestait comme un rejet préemptif. Il rompait avant d'être quitté. Il sabotait avant d'être saboté. C'était une stratégie inconsciente brillante du point de vue de l'autoprotection, mais complètement destructive du point de vue de la construction d'une intimité réelle. Alan Shore en parlerait longuement, et ce qui était encore plus révélateur, c'est ce que nous avons découvert sur son animus féminin, la figure féminine idéalisée qu'il projetait sur toutes les femmes. Était impossible à satisfaire, parce que ce n'était pas une personne réelle. C'était une image archétypique qu'il n'avait jamais intégrée, tant que cette image restait projetée vers l'extérieur. Aucune femme réelle ne pouvait le satisfaire. Toutes seraient toujours comparées à un idéal inatteignable. Carl Jung aurait pu disserter pendant des heures sur ce sujet. Son travail a été différent du travail de la femme du premier cas. Il devait confronter son ombre de l'abandonneur, reconnaître que l'abandonneur qu'il craignait chez les autres vivait en lui-même, et il devait retirer la projection de l'animus, intégrer cette énergie féminine intérieurement, pour enfin réussir à voir des femmes réelles. Au lieu d'écran de projection, il a fallu près de 2 ans de travail constant, mais au final, il a réussi. Et quand il a réussi, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Il a recontacté une femme qu'il avait connue des années auparavant, qu'à l'époque, il avait écartée parce qu'il ne ressentait pas assez d'étincelles, sauf que maintenant, avec des circuits de reconnaissance actualisés, il réussissait enfin à la voir. Et ce qu'il a vu l'a surpris. Elle était exactement ce dont il avait besoin. Elle l'avait toujours été. Il n'arrivait juste pas à le voir, maintenant. Laissez-moi vous révéler la partie la plus profonde de tout cela. Jung croyait que l'univers opère à travers quelque chose qu'il appelait l'unus mundus, une réalité unifiée où l'esprit et la matière ne sont pas séparés. Il croyait que lorsque vous changez intérieurement, le monde extérieur répond, pas magiquement, mais à travers un principe ordonnateur qui connecte l'interne à l'externe. Pendant des décennies, cela a été écarté comme du mysticisme, mais considérez les études récentes sur la neuroplasticité et la perception. Votre cerveau construit activement la réalité que vous expérimentez. Il filtre, organise et interprète les données sensorielles, en se basant sur des modèles internes. Lorsque ces modèles changent, la réalité que vous expérimentez change. Pas parce que le monde extérieur a changé, mais parce que vous avez changé la façon dont vous le traitez. Comme l'explique si bien Andrew Huberman dans le laboratoire Huberman, la neuroplasticité ciblée est la clé. Ce n'est pas mystique, c'est de la neuroscience, mais l'effet pratique est identique à ce que Jung décrivait comme synchronicité. Vous changez intérieurement, et soudain, des personnes et des opportunités commencent à apparaître, qui étaient auparavant invisibles. L'univers semble répondre à vos états internes, et dans un certain sens, il répond parce que l'univers que vous expérimentez est toujours filtré par vos circuits de perception. Alors, quand les gens disent que l'univers vous cache l'amour jusqu'à ce que vous soyez prêt, ils ont raison, sauf que ce n'est pas l'univers qui fait cela, c'est votre propre cerveau, vos schémas d'attachement, vos filtres de perception, vos circuits de reconnaissance qui ne sont pas encore arrivés à maturité. Et la bonne nouvelle, c'est que cela peut changer. Vous pouvez faire le travail, vous pouvez réécrire les schémas, vous pouvez développer de nouveaux yeux. Et quand vous ferez cela, vous découvrirez que l'amour qui semblait impossible a peut-être toujours été juste devant vous, attendant patiemment que vous deveniez capable de le voir. Maintenant, je veux savoir ce qu'il en est pour vous. Et ici, cela va être révélateur. Vous vous êtes identifié davantage à la personne qui attire des relations impossibles ou à la personne qui ne parvient tout simplement pas à voir les opportunités d'amour qui sont disponibles. Dites-le nous dans les commentaires, parce que cette réponse va révéler beaucoup de choses sur le travail intérieur que vous devez prioriser. Et si vous êtes assez courageux pour partager,
Vous trouverez peut-être dans les commentaires d'autres personnes dans le même voyage, des personnes qui comprennent, des personnes qui font aussi le travail de développer de nouveaux yeux pour voir l'amour que l'univers, ou plutôt que le cerveau, leur cachait.